Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les États-Unis et l'Iran au cours des années 1970. Collection L'Iran en transition. Dirigé par Atta Hayati. Leila Fouladvin, Les mots et les enjeux. Le défi des romancières iraniennes. Préface de Farhad Khosrokavar, 2014. Issa Safa, Le séparé, récit d'un nomade d'Iran 2014. Ali Gharakani, Téhéran, l'air et les eaux d'une mégapole. Préface de Philippe Haringer, 2014. Oman Adjeh, Les Français en Perse. Les écoles religieuses et séculières, 1837 à 1921. Préface de Francis Richard. Traduit du persan en français par Alain Chaouli et Atieh Asgharzadeh, 2014. Jalal Alavinia en collaboration avec Thérèse Marini. Tareh lève le voile. Vie et œuvre de Tareh, La Pure, 1817 à 1852. Poétesse, pionnière du mouvement féministe en Iran du XIXe siècle. Préface de Farzaneh Milani, postface de Fouad Saberan, 2014. Nader Agakani, Les gens de l'air. Jeu de guérison dans le sud de l'Iran. Une étude d'anthropologie psychanalytique. Préface d'Olivier Douville, 2014. Michel Makinsky-Dir, L'économie réelle de l'Iran au-delà des chiffres, 2014. Emma Péambari, Éclat de vie. Histoire persane, 2014. Fouad Saberan, Nader Shah ou la folie au pouvoir dans l'Iran du XVIIIe siècle. Préface de Francis Richard, postface d'Alain Desoulières, 2013. Reza Mahemdoui, L'Iran et le commerce mondial. Préface d'Azadekian, 2013. Alain Brunet, Rakshan Bani Itemad. Une passionnariat iranienne, 2013. Mohsen Motaghi, La pensée chiite contemporaine à l'épreuve de la révolution iranienne. Préface de Farhad Khosrokavar, 2012. Alain Chaouli, L'avènement des jeunes Bassidji de la République islamique d'Iran. Une étude psychosociologique. Préface de Farhad Khosrokavar, 2012. Jamshid Assadi Dir, La rente en République islamique d'Iran, les mésaventures d'une économie confisquée, 2012. Alain Chaouli, Les Juifs d'Iran à travers leurs musiciens. Préface de Pierre Lafrance, 2012. Michel Makinsky-Dir, L'Iran et les grands acteurs régionaux et globaux. Perception et posture stratégique réciproque. Bijan Shalamkaripour, L'univers mental des Iraniens, approche sociologique des proverbes et des maximes persans. Préface de Claude Javot, 2012. Mélissa Levaillant, La politique étrangère de l'Inde envers l'Iran. Entre politique de responsabilité et autonomie stratégique, 1993 à 2010. Préface de Bertrand Badi, 2012. David Rigoulet-Rose, L'Iran pluriel. Regard géopolitique. Préface de François Géré, 2011. Citation. American opinion leader have long admired the sturdy consistency with which Iran has maintained its orderly existence, and in seeking a reliable partner and client state upon which to rest US political and economic interest, American decision maker chose to place their bets on Iran. James Bill, Iran and the Crisis of 78. Foreign Affairs, hiver 1978 à 1979. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée ou comme aurait dit Racine vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire, les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Marguerite Yourcenar. Préface. Peu de relations bilatérales sont aujourd'hui connotées aussi négativement que les relations entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran, et peu d'États se perçoivent autant, réciproquement comme ennemis en puissance. Il n'en a pourtant pas toujours été ainsi. Les États-Unis et l'Iran du Shah Mohammad Reza Pahlavi opèrent un rapprochement significatif dès après la Seconde Guerre mondiale, et les relations bilatérales atteignent un niveau de proximité exceptionnel au cours de la décennie 1970 sous les présidences Nixon, Ford et Carter. Les deux États sont alors alliés, amis même. L'Iran est un producteur important de pétrole et est perçu à Washington comme une puissance régionale stable, sur laquelle les États-Unis peuvent s'appuyer. La superpuissance américaine est, quant à elle,
le patron rêvé pour le Shah, sur lequel ce dernier peut compter pour asseoir son régime, et protéger et moderniser son pays. Les deux États bâtissent alors une relation bilatérale à première vue idéale et inébranlable, et s'envoient de nombreux gages d'amitié. Washington ferme les yeux sur les excès du Shah et fournit à l'Iran des armements modernes et sophistiqués. Téhéran garde ses distances avec l'URSS et avec le communisme, et suit les États-Unis sur les dossiers diplomatiques importants, par exemple en ne participant pas à l'embargo pétrolier américain des pays arabes après la guerre du Kippour de 1973. L'histoire de cette proximité entre les États-Unis et l'Iran dans les années 1970, ainsi que ses motivations, tant côté américain qu'iranien, est remarquablement analysée par le présent ouvrage. Croisant habilement sources d'archives, littérature scientifique et articles de presse, Jocelyn Cordonnier bâtit ici une étude solide, unique en son genre en langue française et qui atteint un niveau de précision remarquable. Mais l'intérêt véritable de l'étude, et aussi son grand mérite, se trouve ailleurs. Elle parvient à dépasser l'analyse de base des relations florissantes entre Washington et Téhéran durant la décennie 1970, pour aborder également, avec nuance et subtilité, les limites de ces relations et leur fragilité. D'une part, même si les convergences et les apports mutuels des deux partenaires sont, comme souligné plus haut, très grands, ni l'un ni l'autre n'est totalement comblé par la relation bilatérale, fusionnelle et sans doute excessive. Celle-ci crée une interdépendance potentiellement pénalisante pour les deux États et tend, en les éloignant de partenaires régionaux et mondiaux essentiels pour eux, à les isoler sur la scène géopolitique régionale. D'autre part, cette relation forte et spéciale mène sans en être la cause unique, à l'impasse qui suivra la chute du régime du Shah et son remplacement par la République islamique, et s'avère donc, in fine, largement négative pour les deux protagonistes principaux. Alors que le mécontentement gronde en Iran, le régime du Shah ne tire pas grand bénéfice à s'être allié aux États-Unis, peu à peu perçu au Moyen-Orient comme une puissance arrogante et impérialiste, et les États-Unis, sans avoir senti le vent tourner, restent attachés à un souverain rejeté par une grande partie de sa population, perçu comme autoritaire et excentrique, et peu à peu isolé. La politique étrangère américaine des années 1970 envers l'Iran, analysée finement par l'auteur, se conclut donc par un échec patent. Dès le début de la décennie, certains à Washington expliquent pourtant que l'Iran n'est peut-être pas le meilleur cheval sur lequel miser et que l'exécutif américain devrait être plus prudent dans ses rapports au Shah. Mais celui-ci était déjà parvenu, habilement, à s'imposer au couple Nixon-Kissinger et à totalement incarner l'Iran auprès d'eux. Les administrations Ford et Carter, à quelques nuances près, calquent leur politique iranienne sur la précédente et les États-Unis prennent alors l'habitude de céder aux desiderata du souverain. Ils perdent le fil des réalités internes d'un pays en pleine mutation. La révolution islamique de 1979 et la crise des otages américains retenus captifs pendant 444 jours par le nouveau régime de Téhéran prennent au dépourvu les Américains et inaugurent le revirement total des relations bilatérales qui s'ensuivent, relations qui de privilégiées vont devenir conflictuelles et d'ailleurs inexistantes au sens diplomatique strict. L'analyse des relations américano-iraniennes précédant la crise consécutive au bouleversement de la fin des années 1970, telle que proposée dans cet ouvrage, livre plusieurs enseignements importants dont deux se dégagent tout particulièrement. D'une part, elle avertit les décideurs politiques. L'alliance entière, totale, sans garde-fou avec quelque État, et a fortiori avec un État dominé par un régime autoritaire, n'est pas sans risque. D'autre part, elle rappelle aux chercheurs en relations internationales que les ruptures existent en géopolitique, que rien n'y est irréversible et que les pour toujours et à jamais sont à bannir. Cette dernière remarque, ajoutée au fait que les États-Unis et l'Iran ont pu par le passé, comme le montre le présent ouvrage, s'entendre, laisse songeur quant à l'état actuel des relations bilatérales, très mauvaises, mais qui pourraient sans doute, au gré d'évolutions politiques et ou géopolitiques favorables, retrouver un meilleur niveau. D'autant que Washington et Téhéran ont aujourd'hui un ennemi commun, qui est peut-être d'ailleurs au vrai, leur ennemi principal respectif, le fondamentalisme et le djihadisme sunnite. Julien Zarifian. Maître de conférence. Université de Cergy-Pontoise. Introduction. Depuis maintenant plus de 30 ans,
Les États-Unis n'entretiennent plus de relations avec un pays pourtant incontournable au Moyen-Orient, l'Iran. En dépit de brèves périodes d'accalmie et quelques tentatives timides de dirigeants iraniens comme l'ancien président Khatami, ou de quelques responsables américains à qui il aura fallu s'y prendre à 2 fois pour reconnaître le rôle de la CIA dans le coup d'État de 1953, les 2 pays ne sont toujours pas parvenus à renouer le dialogue. Les quelques exemples de coopération discrète, notamment lors du renversement des talibans en Afghanistan, n'ont fondamentalement rien changé à l'océan de méfiance qui s'est brutalement accru depuis que le 29 janvier 2002, dans son discours sur l'état de l'Union, le président George W. Bush plaçait l'Iran, au même titre que son ennemi mortel, l'Irak de Saddam Hussein et que la Corée du Nord, dans l'axe du mal. Depuis 2003, la question nucléaire iranienne conditionne toute évolution des rapports entre les 2 pays. La tension actuelle entre les États-Unis et l'Iran est donc un phénomène qui vient se placer à la suite d'une série de rapports alarmistes produits par les administrations américaines, toutes marquées par une grande méfiance, sinon hostilité, à l'égard de l'Iran depuis la fin des années 1970. Mais à l'heure où le Moyen-Orient connaît un certain nombre de changements majeurs, politiques, démographiques et économiques, la place et le rôle de l'Iran dans la région sont plus que jamais des questions incontournables. Certains avancent qu'une recomposition stratégique dans la région ne peut manquer à terme de voir les États-Unis et l'Iran se rapprocher, voire se réconcilier, et qu'un tel nouveau partenariat, à rebours des 30 dernières années, se ferait alors au détriment des pays arabes du Golfe, Arabie Saoudite en tête. Mais pour ce faire, il faudra déconstruire 30 années de rancune, de méfiance et d'hostilité qui découlent d'une première déception. Car l'Iran et les États-Unis ont déjà par le passé noué une relation stratégique spéciale, qui s'est tragiquement évaporée avec la chute du régime du Shah. Alors que les régimes arabes autoritaires du Moyen-Orient, soutenus pour des raisons stratégiques par l'Occident, ont fait face à la pression des populations avides de liberté, il peut être intéressant, avant de spéculer sur le nouveau format d'une hypothétique car encore bien improbable alliance américano-iranienne, de revenir sur une époque finalement pas si lointaine où l'Amérique et l'Iran semblaient avoir lié leur destin. Jusqu'au début des années 2000, l'attitude des Américains à l'égard de l'Iran après le renversement du Shah en 1979 et l'instauration d'une république islamique, est d'une certaine manière le reflet des passions ouvertes lors de la Révolution, avec le changement de ligne à l'égard de Washington par les nouveaux maîtres de Téhéran, passion pas complètement éteinte à ce jour. Arrivés au pouvoir après une année difficile, les ayatollahs nationalistes emmenés par l'imam Khomeini ont en effet dramatiquement redéfini la politique extérieure de leur pays en dénonçant la reconnaissance implicite d'Israël voulue par le Shah, et surtout en abandonnant et condamnant sans réserve l'alliance protectrice américaine obstinément entretenue par le Shah Mohammad Reza Pahlavi et établie pour contrer l'influence soviétique après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après la révolution de 1979, l'image de l'Iran en Amérique a façonné la vision du Moyen-Orient pour les Américains. Des enfants agitant des pistolets et piétinant la bannière étoilée et rayée des États-Unis d'Amérique, des révolutionnaires à la barbe longue dansant autour d'effigies enflammées de l'oncle Sam, les corps calcinés de soldats américains épars dans le désert iranien parmi les débris d'hélicoptères écrasés, un pilote américain contraint de donner le canon des apostrophes, une arme sur la tempe, une interview télévisée, de dédaigneux ayatollahs aux expressions austères auxquelles faisaient ironiquement pendant les visages torves de leaders américains frustrés. Là sont quelques-unes des images associées dans les esprits américains aux expériences des États-Unis avec l'Iran dans les années 1980. On pourrait en ajouter d'autres non moins dramatiques quoiqu'oubliées. Ainsi du spectacle désolant offert par l'arrogante suffisance d'aventuriers et marchands d'armes américains, arabes ou iraniens, qui pendant quelques années se sont quasiment arrogés une participation déraisonnablement élevée dans l'élaboration de la politique étrangère des États-Unis d'Amérique, dans une partie du monde et envers un pays de première importance. Plus tragicomique encore est l'Iran-Gate, véritable épopée de scandale qui a troublé des États-Unis à peine remis du Watergate, offrit aux Américains un show politique aberrant de la part de l'administration Reagan. Une anecdote suggère, il est vrai, l'irresponsabilité dont certains pouvaient témoigner. Encore au début d'octobre 1986,
pour convaincre un interlocuteur iranien, un membre influent du Conseil national de sécurité, le colonel North, sorte de cow-boy super patriote nourrissant une vision du monde à la Peter Pan, n'avait pas hésité à suggérer qu'un week-end de prière avait persuadé Reagan que Dieu voulait le voir accepter la révolution islamique, et a prêté au président des propos si grossiers sur Saddam Hussein que l'interprète avait hésité à les rapporter. Cette première et déroutante expérience des États-Unis avec un islam muet en idéologie révolutionnaire et teinté dans le cas iranien d'une puissante dimension nationaliste, fut d'une certaine façon vexante au-delà de ce qu'avait pu l'être le Vietnam moins de 20 ans auparavant. De fait, à sa manière, l'affrontement avec le Vietnam répondait à un schéma compréhensible et pouvait être analysé rationnellement à la lueur de l'affrontement des deux blocs qui alors se disputaient la prépondérance pour l'influence sur le destin du monde. Au Proche-Orient, les choses étaient autres. Officiellement, les États-Unis n'y étaient impliqués dans aucun conflit et la plupart des citoyens américains étaient sincères lorsqu'ils disaient n'y être en querelle particulière avec aucun des États de la région. Quant à l'URSS, elle était pareillement rejetée par les nouvelles autorités iraniennes. C'est pourquoi lorsque dans les jours qui précédèrent le fait de la révolution iranienne, alors que l'électricité était coupée tous les soirs à Téhéran par les employés en grève ralliés à la révolution et que du haut des maisons le chant « Dieu est grand » résonnait de la ville au pays et du pays au monde entier, la surprise pour le peuple américain et ses élites fut grande d'entendre comme en écho une autre clameur toujours plus forte, « Mort à l'Amérique ». Le public américain eut alors fréquemment l'occasion d'être informé de l'existence, quelque part ailleurs dans le monde, d'un bassin de haine et de violence dirigé contre les États-Unis et ses citoyens, et dont les débordements semblaient apparemment sans raison ni logique intelligible. Ce rejet violent et quasi unanime du grand Satan, lors d'une des révolutions parmi les plus populaires de l'histoire, fut l'occasion d'interrogations angoissées de la part des Américains, au fur et à mesure que les événements d'Iran se précipitaient entraînant dans une spirale catastrophique les relations entre les deux pays. Anticipant l'incompréhension et les interrogations du président Reagan face aux cendres des marines tuées à Beyrouth en 1983, les Américains se demandèrent alors pourquoi une telle révolution en Iran, un pays si lointain, devait engendrer de telles manifestations d'agressivité à l'encontre de leur pays. Leur perplexité était grande. L'Iran depuis les années 1950 n'était-il pas considéré comme un de ces pays solidement ancrés à l'Ouest, et dont les gouvernants et le peuple semblaient si indéfectiblement attachés à leur liberté, à leur indépendance et à la dignité de leur pays ? D'ailleurs en 1946, lorsqu'il avait fallu, dans ce qui s'était révélé être la première crise de la guerre froide, arracher aux soviétiques leur départ du territoire national, et en 1951 lorsqu'un autre gouvernement iranien se montrait soucieux d'assurer l'indépendance totale de l'Iran, cette fois face aux Britanniques, les Iraniens ne s'étaient-ils pas tournés vers les États-Unis pour se dégager de la séculaire tutelle qu'avait fait peser sur eux le grand jeu entre la Grande-Bretagne et la Russie, puis l'Union soviétique ? Alors que la crise des otages en novembre 1979 révélait l'asymétrie totale entre les vues des opinions publiques iraniennes et américaines, la révolution iranienne fut aussi pour l'establishment et l'opinion américaine la source d'un autre volet de questionnement. Que s'était-il passé en Iran pour en arriver là ? Comment un régime ami, réputé fort, stable et viable depuis la fin des années 1960, comme celui du Shah, avait-il pu s'effondrer ainsi ? Quels étaient le rôle et les responsabilités des États-Unis ? Débat qui fut résumé par une question qui en rappelait une autre posée exactement 30 ans auparavant. Qui a perdu l'Iran ? La première victime désignée fut l'administration Carter, et d'abord son président accusé d'avoir été veule, indécis et d'avoir abandonné un dirigeant allié. Au premier rang des critiques se trouvait Richard Nixon fustigeant, lors des funérailles du Shah au Caire, la lâcheté de la Maison-Blanche, et Henry Kissinger sincèrement désolé de la catastrophe qu'a signifié pour l'Occident la chute du Shah. Pour Henry Kissinger, l'administration Carter faisait non seulement montre d'inhumanité en restant insensible aux besoins humains du Shah malade, dans ses moments de souffrance, mais aussi commettait une faute politique,
Il ne peut être de notre intérêt de dénigrer aujourd'hui rétrospectivement ceux qui collaborèrent avec nous pendant une génération. Nous avons accepté d'avoir le Shah comme ami et allié pendant 37 ans et de collaborer avec lui. Nous n'impressionnons personne en le condamnant aujourd'hui. Habilement une telle démarche accusatoire de Kissinger qui défendait également le bilan et la mémoire du Shah, de celui qui avait choisi d'être l'ami des États-Unis, devait par opposition servir de justification à la politique qu'avec Nixon, il avait mise en œuvre. Le temps, les passions et les bouleversements récents projettent un éclairage radicalement différent sur l'agréable voyage que je fis avec Nixon, le 30 mai 1972 à Téhéran. Mais l'establishment républicain et Kissinger en particulier, malgré des efforts inouïs pour faire condamner politiquement la malheureuse administration Carter, à qui les épisodes dramatiques de la révolution iranienne allaient coûter les élections de 1980, se retrouvèrent bientôt en position d'accusés au premier chef par des chercheurs et des journalistes américains déçus et choqués par la politique qui avait été conduite vis-à-vis de l'Iran depuis au moins la fin des années 1960. The Nest of Spies, America's Journey to Disaster in Iran, Amir Taheri résume éloquemment ce retournement. Le mythe selon lequel l'administration Carter a abandonné ou trahi le Shah fut forgé par des monarchistes jusqu'aux boutistes en Iran et des conservateurs aux États-Unis. La vérité cependant, est que s'il y eut trahison dans ce qui fut une amitié longue et de nombreuses fois éprouvée, elle eut lieu durant l'ère Nixon-Kissinger. Car comme l'a écrit John Milieta, pour des raisons géostratégiques, politiques et économiques, l'alliance américano-iranienne atteint son apogée de 1969 à 1978 au regard des attentes de la politique étrangère américaine. La doctrine Nixon représenta le moment charnière, turning point de cette alliance, en particulier pour les États-Unis puisque c'est alors qu'ils en perdirent tout contrôle. La déception fut sans doute d'autant plus grande que l'histoire de cette alliance semblait avoir bien commencé. Face aux impérialismes russes et britanniques, les Américains furent non seulement bien accueillis mais appelés par les Iraniens. En 1919, alors que les Anglais cherchaient à profiter de l'affaiblissement de l'influence russe en Iran pour imposer à Téhéran un accord secret qui les avantageait considérablement, ce fut le gouvernement américain qui protesta auprès de Londres. En 1944, Mohammad Mossadegh exprima la gratitude de la nation iranienne devant le Parlement iranien en ces termes. Les Iraniens n'oublieront jamais que l'Amérique a défendu l'Iran en 1919, et ils leur seront toujours reconnaissants pour cette aide. Les premiers contacts entre l'Amérique et l'Iran remontent aux années 1830, lorsque des petits groupes d'Américains commencèrent à parcourir la Perse et à s'y installer. Animés d'un zèle religieux, ils échouèrent à répandre le christianisme mais eurent davantage de succès dans les domaines de l'éducation et de la santé. Jusque dans les années 1930, l'essentiel de la présence américaine fut constitué par des groupes de professeurs missionnaires médecins qui essaimèrent en Iran. À Tabriz, ils fondèrent l'American Memorial School dont l'un des professeurs, Howard Baskerville, fut tué en combattant aux côtés des constitutionnalistes en 1909. Tapis tissé par des femmes de Tabriz, représentant le missionnaire américain Howard C. Baskerville. Source: Maison des constitutionnalistes, Tabriz. Samuel Jordan, qui vécut en Iran de 1898 à 1941, dirigea l'American High School et l'American College à Téhéran, et contribua à la mise en place d'un système éducatif moderne en Iran. Les premiers échanges diplomatiques entre les deux pays remontent aux années 1850. Il n'y eut cependant que très peu de contacts officiels avant les années 1940. Alors que les États-Unis et l'Iran avaient établi des relations diplomatiques permanentes dès 1883, ce n'est qu'en 1944 que la légation américaine en Iran fut élevée au rang d'ambassade. C'est finalement avec la Seconde Guerre mondiale que les États-Unis s'imposèrent comme un partenaire de premier plan de l'Iran. En 1941, l'Iran avait été envahi et occupé en quelques jours seulement par l'URSS et le Royaume-Uni, inquiets tous deux de la présence de conseillers allemands dans l'entourage de Reza Shah. Ce dernier fut alors remplacé sur le trône par son fils Mohammad Reza Shah. En 1942, sous la pression des États-Unis qui participaient à l'occupation du pays depuis leur entrée en guerre, l'URSS, le Royaume-Uni et l'Iran signèrent, en accord avec la Charte de l'Atlantique,
un traité tripartite garantissant l'indépendance et la souveraineté de l'Iran et l'évacuation de leurs forces une fois le conflit achevé. Cet engagement fut renouvelé en 1943, lors de la conférence de Téhéran par les trois puissances occupantes. Cela n'atténua pas les craintes du jeune souverain et de son entourage envers l'URSS et l'Angleterre. Les dirigeants iraniens décidèrent donc de se tourner sans réserve vers les États-Unis. Au même moment à Washington, le gouvernement américain réalisa que l'indépendance de l'Iran correspondait aux intérêts stratégiques de l'Amérique dans la région. En 1943, le secrétaire d'État Séul expliqua ainsi au président Roosevelt que c'est dans notre intérêt qu'aucune grande puissance ne s'établisse dans le Golfe Persique face aux intérêts pétroliers américains qui se développent en Arabie saoudite. Durant les années qui suivirent, les États-Unis augmentèrent considérablement leur aide financière et matérielle à l'Iran. Outre les milliers de soldats américains qui assuraient le ravitaillement en matériel de l'URSS à travers le pays, plusieurs dizaines de conseillers militaires et civils furent envoyés en Iran. L'influence réelle des États-Unis demeura toutefois très relative dans un premier temps. En chassant Reza Shah du pouvoir, les Alliés avaient libéré les forces politiques iraniennes qui avaient été réduites au silence sous son règne dictatorial, et la complexité redoutable du jeu politique iranien s'avéra parfois fatale à certains conseillers américains, tel Amil Spo qui échoua complètement à réformer les finances de l'État iranien. L'URSS et le Royaume-Uni continuaient surtout à faire la pluie et le beau temps en Iran. Ces deux puissances n'envisageaient rien moins que de continuer à exploiter le pays, en y maintenant leur zone d'influence. Deux problèmes nés de l'occupation du pays furent l'occasion de renforcer les liens entre les États-Unis et l'Iran, les mouvements azéris et kurdes soutenus par l'URSS et la question du pétrole. Regardant d'un mauvais œil l'arrivée des compagnies pétrolières américaines en Iran, l'URSS avait réclamé de se voir accorder dans le nord du pays une concession pétrolière comparable à celle dont disposaient les Anglais avec l'Anglo-Iranian Oil Company. En réponse, le gouvernement iranien bloqua l'attribution de toute nouvelle concession. Une fois la Seconde Guerre mondiale finie, les forces d'occupation américaines et anglaises se retirèrent au début de l'année 1946 conformément aux engagements pris. Mais au nord du pays, les soviétiques maintinrent leurs troupes et encouragèrent les mouvements séparatistes azéris et kurdes, semblant ouvrir la question, sinon d'une possible annexion à l'URSS, du moins d'une satellisation de ces deux provinces dissidentes. Alors que les Britanniques semblaient plus soucieux de conserver leurs concessions pétrolières dans le sud du pays que de s'opposer aux desseins soviétiques, qu'ils ne jugeaient d'ailleurs pas complètement contraires à leurs intérêts en Iran, le démembrement du pays fut évité grâce à l'habileté du Premier ministre Ahmad Kavam. En avril 1946, au terme d'intenses mois de manœuvres politiques, celui-ci obtint des Soviétiques leur retrait contre la promesse d'une concession pétrolière contrôlée à 51% par l'URSS. Une fois les troupes soviétiques parties, le Parlement iranien refusa simplement d'accorder cette concession tandis que l'armée reprenait le contrôle du nord du pays. Face aux Soviétiques, le gouvernement iranien put compter sur le soutien diplomatique américain. Non seulement en Iran mais en Turquie et en Europe de l'Est, Washington était devenue suspicieuse des intentions de Moscou, suspicion dont la presse américaine se faisait l'écho. Si la Russie devait conserver ses bases actuelles en Iran, il sera difficile de ne pas supposer qu'elle cherchera tôt ou tard à pousser son avantage plus loin. Au cours de ce qu'il est admis d'appeler la première crise de la guerre froide, les États-Unis soutinrent l'Iran tant au sein des Nations Unies que directement auprès du gouvernement soviétique. Le secrétaire d'État Byrne transmit au Kremlin une note extrêmement sèche pour lui enjoindre de se retirer et évoqua un possible recours à la force. Ils augmentèrent également considérablement leur aide économique et surtout militaire en faveur des apostrophes. Un pays dont ils considéraient dorénavant que la défense faisait partie de leur intérêt national, à la fois pour ses ressources en pétrole et comme tampon entre l'URSS et les réserves du Golfe. Les États-Unis commencèrent alors à jouer un rôle de plus en plus central dans la politique iranienne en se rapprochant de la personne du Shah. En octobre 1946, l'ambassadeur américain Allen, qui dînait avec ce dernier chaque lundi, obtint le renvoi du Premier ministre Kavam qui avait soutenu l'idée d'un accord aérien avec l'URSS. On observe dès cette époque les traits qui caractériseront la relation États-Unis-Iran jusqu'à la Révolution,
à savoir les demandes pressantes du Shah pour acquérir en grande quantité des armes américaines de qualité, et l'existence des deux approches américaines concernant l'Iran. L'une insistant sur la nécessité d'encourager d'abord le pays à mener un certain nombre de réformes économiques et politiques essentielles, l'autre considérant avant tout Iran sous un angle géopolitique et insistant sur la stabilité du pays, sur son ancrage dans le camp occidental, soutenant le renforcement du pouvoir du Shah et mettant l'accent sur la composante militaire de l'aide américaine. La question pétrolière n'était pas résolue pour autant. Elle amena rapidement les États-Unis à jouer un rôle encore plus capital dans la politique intérieure iranienne alors qu'ils commençaient à faire l'objet de critiques, comparables à celles qui visaient les Britanniques, de la part de quelques nationalistes iraniens. La menace soviétique écartée, l'objectif des différentes forces nationalistes iraniennes fut de revenir sur la concession accordée aux Britanniques au début du siècle, et dont les termes renégociés en 1933 paraissaient d'autant plus insupportables après la guerre que le gouvernement iranien percevait des revenus 3 fois inférieurs à ceux qu'empochaient le gouvernement britannique et les actionnaires de l'Anglo-Iranian Oil Company. À la même époque, le Venezuela en 1948 et l'Arabie saoudite en 1950 étaient parvenus à négocier avec les compagnies qui exploitaient leurs ressources pétrolières des accords qui prévoyaient un partage égal des profits. Après la victoire électorale du Front National, une fédération de partis rassemblant des personnalités hétérogènes, le Shah dut se résoudre à nommer le Dr Mossadegh Premier ministre en 1951. Après de longs mois de négociations infructueuses, ce dernier fit voter la nationalisation du pétrole iranien, ce à quoi les Britanniques réagirent en décrétant l'embargo sur l'exportation de ce pétrole, mettant ainsi immédiatement en péril les finances de l'État iranien, et en faisant condamner la loi de nationalisation par le Tribunal international de La Haye. L'administration Truman ne fut pas hostile aux revendications iraniennes. En mars 1951, le secrétaire d'État Dean Acheson avait ainsi expliqué que les États-Unis reconnaissent le droit aux États souverains de procéder à des nationalisations en contrepartie d'un dédommagement équitable. Le personnel politique américain se montra même très critique face à l'intransigeance britannique, le même Acheson parlant de la stupidité aussi rare qu'obstinée de l'AIOC aveugle face aux puissants mouvements nationalistes en Iran et se crispant sur ses avantages, et du gouvernement anglais dont la première réaction avait été de planifier une intervention militaire, le plan I. Washington attendait en effet des Britanniques qu'ils agissent en fonction de la nouvelle donne mondiale. Qu'ils le veuillent ou non, ils ne peuvent plus prétendre être intéressés uniquement par l'industrie pétrolière en Iran, mais sont au contraire impliqués dans un bras de fer social qui, vu la menace communiste extérieure, demande d'agir avec désintéressement et d'avoir une vision à long terme. Tandis que la situation se dégradait en Iran, où le pays semblait paralysé par la crise politique, les grèves et l'asphyxie financière de l'État, les États-Unis cherchèrent à amener les deux parties à trouver un accord jusqu'à la fin de l'année 1952. Mais l'isolement progressif, le style de plus en plus autoritaire de Mossadegh et surtout son alliance de circonstances avec le Parti communiste, le Tudeh, pour compenser l'éclatement de la coalition nationaliste au pouvoir, amenèrent Washington à se montrer plus impatiente à l'égard de ce Premier ministre fantasque et incapable d'assouplir ses positions pour parvenir à un accord. La crainte que le chaos ne profite à l'URSS fut ravivée, lorsque cette dernière nomma comme ambassadeur en Iran Anatole Laurentiev qui avait été en poste à Prague en 1948 lors du coup qui avait permis aux communistes de prendre le pouvoir. Avec l'arrivée début 1953 d'une administration républicaine suite à l'élection à la présidence du général Eisenhower, Washington accepta les propositions de Londres, où les conservateurs emmenés par Churchill avaient succédé peu de temps auparavant aux travaillistes qui visaient à destituer Mossadegh. Le gouvernement américain autorisa la CIA à coopérer avec le MI6 pour mener, avec l'accord du Shah, l'opération Ajax. En août 1953, alors que le Shah venait d'être contraint à l'exil après avoir échoué à démettre Mossadegh soutenu dans la rue par le Tudeh, plusieurs jours de tensions confuses alimentées par de fausses manifestations pro-communistes durant lesquelles les symboles de la monarchie furent détruits permirent au général Zahedi et à ses soldats entrer dans Téhéran dont les rues étaient cette fois remplies de supporters du Shah, d'arrêter Mossadegh et de réinstaller le monarque sur le trône.
Comme l'indique le titre de l'ouvrage, Counter-Coup, The Struggle for the Control of Iran, de Kermit Roosevelt qui prépara et dirigea l'opération pour la CIA et le MI6, les deux pays occidentaux considérèrent l'opération Ajax comme un soutien de leur part à un contre-coup d'État mené par le Shah et Zaidi en réponse au coup d'État de Mossadegh. Le renversement de Mossadegh permit aux États-Unis de résoudre la question pétrolière par un accord finalisé en août 1954. Formellement, le pétrole iranien resta la propriété d'une compagnie nationale nouvellement créée, la National Iranian Oil Company, mais ce fut à un consortium également dominé par les compagnies anglaises et américaines que revint son exploitation. Soucieux de stabiliser au plus vite le nouveau gouvernement iranien, le gouvernement américain eut quelques difficultés à convaincre les compagnies américaines de participer à l'exploitation du pétrole iranien. Il fallut notamment que le National Security Council et l'Attorney General Herbert Brownell leur garantissent qu'elle serait protégée de toute poursuite au nom de la loi antitrust, mais au terme de cette opération, les États-Unis étaient dorénavant le principal acteur dans les affaires pétrolières et dans le jeu politique instable du Moyen-Orient. Autre conséquence essentielle du coup d'État de 1953, les États-Unis lièrent leurs intérêts à ceux du Shah. L'éloge que fit le New York Times de celui-ci au lendemain de son retour d'exil annonce la chadulation, qui devait caractériser largement la presse américaine jusqu'à la Révolution de 1979. Bien qu'il ait surtout été un monarque faible, il incarna une influence modératrice face au fanatisme sauvage dont ont fait preuve les nationalistes sous Mossadegh, et socialement ce fut un progressiste. Le Shah fut presque le seul à diviser et répartir ses vastes propriétés, et à promouvoir une réforme agraire. Les élites politiques américaines firent un raisonnement comparable. Après avoir fait la connaissance du Shah à Téhéran, le vice-président Richard Nixon expliqua ainsi au président Eisenhower que le Shah commence à avoir davantage de cran, et que si le Shah était aux commandes, les choses iraient mieux. Quant au milieu d'affaires américain, une fois l'ordre restauré en Iran, ils développèrent au cours des années 1950 de très bonnes relations avec le gouvernement iranien. Alors que le Shah renforçait son pouvoir personnel, l'administration Eisenhower contribua directement à la stabilisation du régime contre toute menace interne ou externe. De 1953 à 1960, près de 600 millions de dollars d'aide économique et 450 millions de dollars d'aide militaire furent versés au gouvernement iranien. S'ils ne s'y associèrent qu'après coup et sans y adhérer formellement, les États-Unis soutinrent la formation d'un pacte régional dit de Bagdad, une alliance entre la Grande-Bretagne, le Pakistan, la Turquie, l'Irak et l'Iran. Après la révolution irakienne de 1958 et le retrait de l'Irak de ce pacte en 1959, alors hâtivement rebaptisé CENTO, Washington signa un accord bilatéral de défense avec l'Iran qui garantissait l'engagement américain à soutenir militairement l'Iran en cas d'agression. Durant les années 1950, les relations États-Unis-Iran furent ainsi marquées par les questions militaires et de sécurité, alors que le pays voyait sa situation économique se stabiliser. En contrepartie de leur politique au cours des années 1950, les États-Unis perdirent une grande part du capital de confiance et de sympathie dont ils avaient jusque-là pu disposer au sein de la population iranienne. Le coup d'État a profondément heurté les patriotes iraniens toutes classes sociales confondues, et a affaibli les nationalistes libéraux et modérés qui se retrouvaient dans des organisations comme le Front National. Ce faisant, il a permis le développement des extrémismes de droite et de gauche. Ces extrémismes, alors embryonnaires, devinrent définitivement anti-américains. La présence de centaines de conseillers américains, la corruption massive engendrée par la répartition de l'aide financière américaine, la répression des opposants politiques par un régime despotique, la bienveillance américaine envers ce despotisme, tout cela donna l'impression de voir l'influence américaine comme le moteur principal de la vie politique iranienne et contribua à ce que les Iraniens commencèrent à se percevoir comme des moins que rien confrontés aux géants impérialistes américains. En décembre 1959, lors d'une visite de quelques heures en Iran au cours d'une tournée mondiale, ce fut pourtant le président Eisenhower qui anticipa sur ce que serait la politique iranienne de son successeur démocrate. Tout en louant le partenariat excellent entre les États-Unis et l'Iran, Eisenhower,
mit également l'accent sur le besoin de paix, de justice, de liberté et d'un réel développement économique et social. Il avertit les dirigeants iraniens que la puissance militaire seule n'apportera ni la paix ni la justice. En effet, la situation économique difficile de l'Iran et l'excessive importance des dépenses militaires de son gouvernement n'avaient pas échappé à son administration, pas plus que les tensions politiques qu'engendrait l'absence de réformes en profondeur et le manque de représentation réelle au Parlement faute d'avoir organisé des élections libres. La mauvaise gestion budgétaire du gouvernement iranien, la corruption et l'exacerbation des tensions sociales commençaient à inquiéter sérieusement Washington. Un article du New York Times résuma ces craintes dès janvier 1958. L'Iran connaît une situation où le mécontentement devient dangereux pour sa sécurité intérieure et pour la stabilité du Moyen-Orient. Le Shah est devenu de plus en plus autoritaire. On peut craindre que cela ne conduise l'opposition non communiste dans les bras de l'Union soviétique. Sans remettre fondamentalement en question leur soutien au Shah, et sans ignorer les menaces extérieures qui inquiétaient ce dernier alors que le nationalisme arabe battait son plein dans la région, Eisenhower et son gouvernement refusèrent d'augmenter l'aide militaire dont ils bénéficiaient, et ils expliquèrent au monarque que leur préoccupation était l'économie et la stabilité de la société iranienne. À l'orée des années 1960, le message de l'Amérique au Shah était limpide. Il ne devait pas douter de l'alliance avec Washington, mais devait réformer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.